Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo vient clore le chapitre sur les conséquences de l'industrialisation dans la société au XIXe siècle. Cette vidéo risque d'être un peu longue, plus que les autres, puisque je ferai à la fin un récapitulatif du chapitre dans son ensemble. Débutons tout d'abord par la reprise de ce que vous avez fait dans l'activité sur la place des ouvriers dans la politique en 1848. Suite à la mise en place de la Deuxième République en 1848, vous pouvez noter, grâce au document 1, qu'un ouvrier fait partie de ce gouvernement. Je vous l'entoure sur l'image en fond de vidéo. C'est la première fois que cela arrive en France. Il s'agit de l'ouvrier Albert. Il est toujours désigné par sa profession d'ouvrier, ce qui n'est pas le cas des autres membres. L'idée était donc de faire de lui une sorte de publicité, de mettre en avant que le gouvernement écoute les ouvriers et qu'il en est proche. Le gouvernement constate que la vie des ouvriers est difficile. Cela est mis en avant dans le document 2 que je vous mets en fond de vidéo. Dans ce décret, qui fait directement suite à la Révolution de février, puisque vous pouvez voir qu'il a été publié le 2 mars 1848, le gouvernement prend en compte la vie des ouvriers. Je cite: « Un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme. » En partant de ce constat, le gouvernement a réduit la durée de travail quotidienne, c'est-à-dire la durée de travail autorisée par jour, d'1 heure pour tous les ouvriers. En vous basant sur le document 3, vous voyez bien que le gouvernement met aussi en place les ateliers nationaux pour aider les ouvriers. Les ateliers nationaux consistaient à donner du travail aux ouvriers qui en seraient dépourvus. Cela permet notamment de limiter le chômage. Ces ateliers n'ont cependant été mis en place que dans Paris et n'ont pas duré longtemps. Ils ont été supprimés en juin 1848. Vous pouvez ici voir une des affiches d'époque qui était placardée dans les rues parisiennes, et cette dernière précisait certains éléments des ateliers nationaux. Les ateliers nationaux permettaient aussi aux ouvriers d'être notamment payés, mais aussi d'avoir accès aux soins et à la santé. Enfin, vous pouviez vous rendre compte que ce mouvement révolutionnaire qui a débuté en février 1848 est un mouvement européen. Vous pouvez le voir grâce au document 4 que je vous remets en fond de vidéo. Les historiens l'ont appelé le printemps des peuples. C'est une période en 1848 où les peuples européens se sont révoltés. Certaines de ces révoltes ont abouti à des révolutions et à des prises de pouvoir. Le terme printemps des peuples a été repris de très nombreuses fois pour nommer d'autres mouvements populaires. Le dernier en date que vous pouvez peut-être connaître est le printemps arabe. C'est un terme qui désigne des révoltes populaires et des révolutions qui ont eu lieu dans les pays arabes à partir du mois de décembre 2010. Petit plus que vous pouvez voir sur le document que je vous diffuse actuellement, les méthodes de révolte étaient communes à toutes les révolutions, que ce soit en France ou en Allemagne par exemple, puisque là vous avez une image qui reflète Berlin en 1848 et on y voit clairement une barricade, même technique, qui est celle qui était utilisée en France en 1830 mais aussi en 1848. Si on fait le point sur la place des ouvriers dans la politique en 1848, on peut donc dire qu'ils ont une place de plus en plus importante à partir du printemps des peuples. En France, cela se remarque avec l'intégration d'un ouvrier dans le gouvernement, l'ouvrier Albert, la réduction du temps de travail d'1 heure par jour afin de soulager la condition de vie des ouvriers, et la mise en place des ateliers nationaux pour aider les ouvriers dépourvus de travail et donc leur donner un revenu. Je voudrais maintenant faire un point sur l'ensemble du chapitre. L'industrialisation qui débute avec la maîtrise du charbon, de la vapeur puis du pétrole s'est traduite par la multiplication des usines sur l'ensemble du territoire. Ces usines sont détenues par des bourgeois qui s'enrichissent sur le dos des ouvriers. Ce sont les principes de base du capitalisme qui ont été posés par Adam Smith. Les ouvriers travaillent dans des conditions très difficiles. Leur espérance de vie est bien plus faible que celle des bourgeois. Afin de lutter contre cette idéologie capitaliste, Karl Marx, comme d'autres penseurs, développe une idéologie appelée le communisme. Il souhaite que ce soit les ouvriers qui prennent le pouvoir dans les usines, et cela par le biais d'une révolution. L'industrialisation transforme aussi les transports. Le train et le bateau à vapeur facilitent les déplacements, ce qui se traduit par une augmentation des migrations. La multiplication des usines sur tout le territoire crée de l'emploi, et de nombreux ouvriers quittent leur pays pour trouver du travail dans d'autres. C'est notamment le cas des ouvriers italiens qui viennent en France.
ces derniers ne sont pas les bienvenus et souffrent fortement de la xénophobie des Français. Enfin, l'industrialisation renforce de plus en plus la classe ouvrière, qui est de plus en plus nombreuse et qui ne peut plus être ignorée par les politiques. Le gouvernement provisoire issu du Printemps des peuples prend donc en compte l'avis des ouvriers et en intègre même un dans son gouvernement à partir de 1848. J'espère que tout est bien compris et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!